Clément Petremane, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la série d'entretiens du projet Imagine. Ça s'appelle De l'intérieur et c'est parti. Bruno Clément Petremane, vous êtes directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé, ou plus simplement, vous êtes le directeur de la fameuse prison de la Santé qui se situe à Paris, dans le quartier de Montparnasse, et qui est la dernière prison intramuros de Paris. Cette prison est assez célèbre et elle fait partie véritablement de la culture populaire française car elle a abrité nombre de personnalités célèbres. Ça va de Guillaume Apollinaire, Léon Daudet, Yvan Colonna à tout récemment Alexandre Benalla ou Patrick Balkany. La prison de la Santé, c'est une maison d'arrêt, ce qui signifie que les personnes qui y sont détenues n'y restent normalement que pour un temps très limité, à la différence des maisons centrales. Est-ce que je me trompe? C'est bien cela? Non, vous vous trompez pas. Si on veut être complètement puriste, comme vous l'avez dit en introduction, c'est un centre pénitentiaire. Un centre pénitentiaire, ça veut dire qu'on va en fait y trouver deux régimes. Alors, le régime maison d'arrêt, qui est l'essentiel de notre public, mais on a aussi un quartier de semi-liberté, qui est un gros quartier de semi-liberté, puisqu'il comprend 100 places. Donc, on a à la fois les détenus de maison d'arrêt tels que vous les avez décrits, qui effectivement, théoriquement, ne restent pas longtemps, sauf les prévenus dans des affaires criminelles graves, parce que les détentions provisoires peuvent durer longtemps. Et nous, on est la prison du tribunal judiciaire de Paris, donc forcément des affaires importantes. Et puis nos semi-libres qui sont dans l'enceinte de l'établissement. Merci pour ces précisions. Si je vous interroge aujourd'hui, Bruno Clément Petremane, c'est bien évidemment au sujet de la situation dans la prison que vous dirigez, la prison de la Santé donc, mais c'est aussi pour faire le point de façon plus globale sur la situation des lieux de privation de liberté en France, alors que nous sommes confrontés à une grave épidémie. On a pu observer avec effroi la vitesse de propagation du virus, puisque dès le 27 mars, 10 jours à peine après la décision du confinement total, on constatait que déjà sur le terrain, 50 membres du personnel de l'administration pénitentiaire et 21 détenus étaient testés positifs au Covid-19. Alors aujourd'hui, après un peu plus de 3 semaines de confinement, où est-ce que nous en sommes de ce bilan global? Vous avez des nouveaux chiffres? Alors moi, j'ai pas de chiffres sur le plan national. Alors il y en a qui ont circulé dans la presse d'ailleurs, dans le Parisien, je crois, il y a 2 ou 3 jours. Ce qui est certain, c'est que ce que vous dites est vrai, mais en même temps, il faudrait faire des comparaisons entre ce qui se passe dans la population générale, à l'extérieur, et la population de détenus pour savoir si la pandémie se développe plus vite en prison qu'elle ne se développe à l'extérieur. C'est pas le sentiment que j'ai, c'est pas le sentiment que nous avons. C'est-à-dire que et c'est un paradoxe, mais l'avantage d'un milieu qui est déjà confiné, c'est que la circulation de l'épidémie a été beaucoup moins rapide dans l'établissement pénitentiaire qu'elle ne l'est à l'extérieur. Et si on prend les chiffres de la santé et de la région parisienne, aujourd'hui, sur la santé, nous avons eu, depuis le début de l'épidémie, 4 personnes détenues testées positives au Covid. Et sur toute la direction interrégionale de Paris, en gros, c'est les établissements d'Île-de-France qui sont quand même à la fois nombreux et très peuplés, puisque c'est pratiquement le tiers de la population pénale française, avec des gros établissements comme Fleury-Mérogis, Fresnes, etc. On a aujourd'hui une vingtaine de détenus qui ont été testés positifs au Covid, dont 4 qui sont hospitalisés. Donc, moi, le sentiment que j'ai, c'est que cette histoire de confinement dont on dit que c'est la seule stratégie efficace par rapport au développement de ce virus a plutôt bien fonctionné en détention. Et je prendrai un exemple, alors là, qui nous éloigne de la région parisienne, mais j'ai été très surpris d'apprendre, par exemple, qu'à la prison de Mulhouse ou à la prison de Colmar, qui sont 2 établissements au cœur de la propagation du virus, puisque le Grand Est a été frappé de manière terrible, en plus des établissements qui sont vétustes. À Colmar, on a encore des dortoirs qui ne présentent pas du tout les conditions de détention dont on peut bénéficier ici à la Santé. Depuis le début de l'épidémie, aucun détenu n'a été testé positif au Covid. Ce qui, pour moi, est une surprise, une bonne surprise, mais une surprise quand même. Alors même que dans le personnel, on avait des gens qui, dans leur entourage proche, avaient été frappés, y compris par des décès. On a beaucoup travaillé sur les mesures barrières, sur l'éloignement, sur tout ce qu'il est recommandé de faire aujourd'hui
pour retarder la propagation du virus, et on a constaté que ça avait fonctionné. Voilà, donc, alors est-ce qu'il va y avoir un effet retard parce qu'on était confiné avant tout le monde et dans les jours qui viennent, on va avoir un développement de l'épidémie? Bien malin celui qui pourrait le prévoir. En tout cas, moi, je ne m'y risquerai pas. Ce que je sais, c'est que nous, à la santé, on a été l'établissement pénitentiaire de la région parisienne qui a été frappé le premier. Les premiers malades, on les a testés il y a 2 semaines moins un jour, puisque c'était jeudi d'il y a 2 semaines. Donc ça fera 2 semaines demain précisément. Ils étaient 4. Donc, et on s'est dit, là, ça y est, c'est parti, quoi. On en a eu 2 le jeudi, 2 le vendredi, on montait à 4. Voilà, donc 2 fois 2, 4 fois 4, 16. Et on a cru qu'on allait partir vers un développement comparable à ce qu'on a pu voir à l'extérieur. Et depuis, finalement, la grande surprise, la bonne surprise, c'est que tous les tests qu'on a effectués dans les 14 jours qui viennent de s'écouler se sont tous révélés négatifs. Écoutez, c'est très intéressant cette mise au point parce qu'effectivement, l'Île-de-France et la région Grand Est sont quand même les régions qui sont les plus touchées par le virus. Donc effectivement, c'est quand même très encourageant ce que vous nous partagez là, même si évidemment, on apprend en marchant. Et alors, c'est intéressant que vous veniez de parler des dortoirs parce que en faisant mes recherches, j'ai pu redécouvrir à quel point la menace de la contagion a été une préoccupation constante tout au long de l'histoire de nos prisons, en fait. Il y avait la peur du choléra, du typhus, de la tuberculose, et tout cela, eh bien, a façonné peu à peu les politiques pénitentiaires de notre pays. Et c'est ainsi que j'ai appris que la pratique de l'encellulement individuel telle qu'elle existe aujourd'hui, en fait, est venue en remplacement des dortoirs collectifs dès 1875, justement pour répondre et limiter les effets de la contagion, quoi. Alors, pour en revenir à la pandémie qui nous préoccupe, donc celle du coronavirus, voyant donc qu'elle gagnait très vite du terrain en dehors, bien sûr, même des prisons, hein, le ministère de la Justice, bien entendu, et la direction de l'administration pénitentiaire ont réagi et ont mis en place un certain nombre de mesures pour tenter de freiner le phénomène. Est-ce que vous pourriez justement nous décrire un petit peu mieux les dispositifs qui ont été mis en place derrière les murs des prisons? Alors, les dispositifs, ils sont de 2 ordres. D'abord, sur le plan pratique, on a immédiatement appliqué, dans ce milieu qui est déjà confiné, un confinement supplémentaire, mais qui était somme toute le confinement auquel aujourd'hui sont condamnés, si j'ose dire, tous les Français. Et dès le 17 mars, donc soit le lendemain de la déclaration du président de la République, nous avons suspendu l'ensemble des activités collectives, y compris les parloirs, ce qui était une grande première, puisque moi je suis directeur d'établissement pénitentiaire depuis maintenant 1988, et jamais dans ma carrière j'avais assisté à cette prise de décision visant à dire qu'on ne laissait plus rentrer les familles de détenus. On a cru au départ qu'on pourrait limiter les entrées, par exemple avec un seul visiteur, interdire aux personnes de plus de 70 ans, du fait de leur fragilité, de rentrer, interdire aux mineurs de rentrer parce qu'on sait qu'ils sont très largement des vecteurs de ce virus. Bon, et puis finalement, ça n'a pas tenu et les mesures de confinement général qui restreignent, voire interdisent la circulation à l'extérieur, faisaient que forcément, ça interdisait aux familles de détenus de rentrer dans les établissements. Après, donc, on a aussi limité de manière considérable et drastique toutes les activités collectives en détention, puisqu'aujourd'hui, nous n'assurons plus que les promenades matin et après-midi. On s'est réorganisé pour pouvoir en faire 2 dans la journée, parce qu'ici, il n'y en avait qu'une. Mais c'est la seule activité collective qui existe. Donc ça, c'est les premières mesures qui ont été prises, des mesures de restriction de la circulation, comparables à ce qu'on a connu à l'extérieur. Ensuite, on a pris d'autres mesures qui ont consisté à essayer d'être aussi très efficaces malgré les contraintes du milieu, parce que c'est pas simple dans un milieu comme le nôtre, très efficace sur la pédagogie en matière de gestes barrières. C'est-à-dire que moi, j'ai pendant les 15 premiers jours assisté, moi ou l'un de mes adjoints, assisté à l'ensemble des appels avec les surveillants pour leur expliquer la nécessité des gestes barrières. Quand on circule dans les coursives, dans les couloirs, dans les cours,
et qu'on voit des surveillants qui ne respectent pas, eh bien, on les rappelle à l'ordre, si j'ose dire, en leur réexpliquant pourquoi c'est important. On ne se serre plus la main, on ne s'embrasse plus, on distribue des gants, on limite au maximum les gestes sécuritaires intrusifs sur les personnes détenues. Voilà, donc on a beaucoup fait de pédagogie, on a beaucoup communiqué. J'ai pratiquement, je crois que cette semaine, pour l'instant, mais elle n'est pas finie, c'est une exception, mais sur les 3 premières semaines, j'ai dû envoyer 2 mails par semaine individuellement à chaque personnel pour le tenir au courant d'abord où on en était, combien de malades, combien de cas suspects, pour expliquer ce qu'on faisait et puis pour rappeler toujours et inlassablement la question des gestes barrières. On a fait la même chose avec les personnes détenues. Euh, Notamment par le biais de réunions collectives. Alors, réunions collectives dans la limite de ce qu'on peut faire aujourd'hui en période de propagation du virus, c'est-à-dire un seul représentant par étage de chaque bâtiment, donc ça fait des groupes de 6 à 7 détenus, dans une salle dans laquelle on ne se mettait pas à l'intérieur, mais dans le hall, bien séparé, avec tout respecté, et où là encore on expliquait la situation, où on en est, combien de malades, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les traite, qu'est-ce qu'on va en faire. Sur la deuxième, donc ça fait 3 fois qu'on le fait, puisque c'est la 3e semaine de confinement. Sur la deuxième réunion, le médecin-chef de l'unité sanitaire était à mes côtés pour expliquer aux détenus ce que c'était comme maladie, comment elle se transmettait, à quoi il fallait faire attention. On a aussi convié le service d'insertion à ces réunions pour qu'il explique comment il était organisé, comment il assurait encore les urgences et les liens avec l'extérieur, et puis qu'on explique aussi les dispositions prises dans les ordonnances, notamment au titre des remises de peine exceptionnelles, qui permettaient de libérer beaucoup de détenus. Ensuite, on a aussi, depuis maintenant 10 jours, distribué systématiquement des masques au personnel en contact prolongé avec les détenus. Donc ça, c'était très attendu. Comme partout en France, ça a mis du temps pour arriver. Maintenant, c'est là, donc on s'y tient, tout en expliquant, parce que ça, c'était la grande crainte aussi, dire, on donne des masques, donc ça y est, c'est bon, on est protégé, alors qu'on sait très bien que le virus, c'est essentiellement le contact par les mains. Donc il fallait continuer cette pédagogie du geste barrière pour leur dire, le masque est une protection supplémentaire, mais les gestes barrières, c'est capital et il faut continuer à les respecter. Donc voilà ce qu'on a fait. Et puis surtout, et là je dois dire que je vais rendre hommage aux autorités judiciaires parisiennes, une fois n'est pas coutume, dans la bouche d'un pénitentiaire peut-être, mais dès le début de la crise, le premier jour, le procureur de la République a pris contact avec moi et m'a dit on va tout faire pour vider la prison. Alors, on n'était déjà pas très haut par rapport aux établissements voisins, puisque, comme vous le savez, la santé est un établissement qui a rouvert ses portes il y a peu de temps, en janvier 2019. On était au début de la crise de mémoire, le 17 mars, on devait être à 850 détenus. Ce matin, à midi, on est descendu à 614. Donc vous voyez la chute considérable en matière d'effectifs, ce qui fait qu'aujourd'hui on est en dessous de notre capacité théorique. Donc on peut assurer l'encellulement individuel pour l'ensemble des détenus. Et je dois dire qu'avant même que ce soit une politique nationale décidée par la garde des Sceaux dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, c'est le choix délibéré que les autorités judiciaires parisiennes avaient fait. Et notre effectif a fondu comme neige au soleil dès le début de la crise. Donc ça aussi, ça nous a été d'un secours assez fort. C'est pas le cas partout, mais c'est pas le cas partout parce que même si partout ça a baissé et assez fortement, il y avait quand même comme on le sait, une surpopulation endémique et à des niveaux très élevés dans beaucoup d'établissements. Alors, vous venez donc d'y faire allusion, hein, c'est clair que la surpopulation carcérale n'est un secret pour personne. Alors, les chiffres que je vais citer datent du 1er janvier 2020, donc de cette année. On compte en France, si mes informations sont bonnes, hein, 70 650 personnes détenues pour 61 080 places opérationnelles. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un delta d'environ 10 000 places entre la vraie population de détenus et les places en établissement pénitentiaire. Comme vous l'avez dit, il est clair que la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire ont vite pris des mesures
concernant cette surpopulation carcérale, parce que comment réussir à mettre des mesures de confinement sanitaire, de distanciation sociale, si on est confronté à des prisons surpeuplées. Donc peut-être on pourrait essayer de revoir un petit peu plus en détail en quoi consistent ces mesures. Alors, avant de rentrer dans le détail des mesures, il faut quand même préciser les choses, parce que 10 000 détenus de trop, c'est vrai, mais quand on regarde comme ça, le taux d'encombrement dans les établissements pénitentiaires français doit de mémoire être autour de 117%. Mais il faut faire la différence entre un établissement pour peine qui ne peut pas aller au-delà de sa capacité et une maison d'arrêt qui, elle, n'a pas finalement de capacité. Elle a une capacité théorique, mais tant qu'il y a des gens à y entrer, on les affecte. Et le taux d'encombrement dans les maisons d'arrêt, la moyenne nationale, c'est près de 140%. Et c'est là donc la vraie difficulté. Et sur la région parisienne, à l'exception de l'établissement où on est aujourd'hui, la Santé, puisque c'est un établissement neuf et qui vient de rouvrir ses portes, donc la montée en charge est assez progressive, vous avez des points de surpopulation dramatiques avec des chiffres qui tournent autour entre 175 et 200% dans des établissements comme Fresnes, dans des établissements comme Bois d'Arcy, dans des établissements comme Nanterre, dans des établissements comme Villepinte. Donc, et c'est là que la situation, elle est très compliquée quand survient ce type de crise. Alors, nous déjà, avant même qu'on ait les ordonnances du garde des Sceaux, mais on n'était pas les seuls, mais c'est vrai que le parquet de Paris a été très aidant là-dessus. On avait déjà regardé dans notre liste de condamnés les gens qui pouvaient prétendre à une libération sous contrainte, à une libération conditionnelle ou un aménagement de peine, en ne considérant que la question de l'hébergement. C'est-à-dire que si la personne en détention avait un bon comportement, était dans les temps de la libération conditionnelle, même en l'absence de tout autre projet, parce que de toute façon aujourd'hui on ne peut pas mettre en place un projet puisqu'on ne peut pas sortir de chez soi, si la personne avait un hébergement, très vite les JAP, avec l'accord du parquet, décidaient de la libération. Alors Ce les JAP, système ensuite a été un peu... excusez-moi, Les juges de l'application des peines, voilà, pardon. pour le public, Voilà, oui. les juges de l'application des peines qui sont les magistrats du siège qui gèrent la peine des personnes détenues et notamment décident des mesures alternatives ou d'aménagement à l'incarcération, la libération conditionnelle, la semi-liberté, le placement sous surveillance électronique, etc. Les Ce qui a été... informations les informations que j'ai précisent que c'était vraiment du cas par cas, hein, pour le coup, puisque l'idée n'est pas de laisser Alors sortir. non, c'était pas vraiment du cas par cas, c'était quand même très largement développé. Alors c'était du cas par cas parce qu'on regardait quand même les situations, notamment quand vous avez un détenu qui a un très très mauvais comportement, qui peut se révéler aussi dangereux, etc. Donc on est quand même obligé de regarder ces éléments-là, mais en dehors de ces faits-là, la condition vraiment qui était la seule regardée, c'était l'hébergement. Je Une crois personne que, détenue qui avait un hébergement, il sortait. Voilà. je Et c'est crois la que raison pour laquelle on a réussi à vider. Je crois que, par exemple, il y avait une attention très particulière sur les personnes coupables de violences conjugales, de violences Oui, familiales, par exemple. bien sûr. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est dans les ordonnances qui ont été prises par le garde des Sceaux, le mécanisme est simple, et on le connaît d'ailleurs, hein, parce que c'est pas la première fois qu'il y a ce type de dispositif. Au fond, c'est des remises de peine supplémentaires qui vont être octroyées à la personne détenue et qui vont permettre en fait de rapprocher sa date de fin de peine. Donc ces remises de peine de 2 mois permet à un condamné qui devait sortir par exemple le 10 juin de sortir le 10 avril, ou un condamné qui devait sortir le 10 mai de sortir en mars, etc. Et c'est ça qui a permis des sorties quand même de manière assez large. Mais il y avait là, effectivement, vous avez raison de le rappeler, des cas d'exclusion. Par exemple, pour tous les détenus impliqués dans des affaires de crime, ils ne pouvaient pas bénéficier de cette remise de peine. Les détenus impliqués dans des affaires de terrorisme ne pouvaient pas non plus bénéficier de ces remises de peine. Et effectivement, les délinquants conjugaux, entre guillemets, ou coupables de violences conjugales, ne pouvaient pas bénéficier de ces remises de peine. Mais à l'exception de ces catégories-là, j'allais dire, le tout venant des maisons d'arrêt, notamment de la région parisienne, où on croise, comme on dit dans notre jargon, beaucoup de voleurs de poules ou des gens qui sont là pour des faits non pas mineurs, mais des faits de vol à répétition, vol avec violence, liés par exemple à la toxicomanie et autres. Tous ces publics-là, à condition d'avoir un hébergement,
ont pu bénéficier de ces remises de peine exceptionnelles qui ont quand même grandement anticipé les sorties. Alors j'ai oublié un cas d'exception, qui sont les détenus aussi qui se sont rendus coupables de mouvements collectifs dans les détentions, qui eux ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. On comprend tout à fait. Alors, ce que je comprends, c'est que tout ça a été très rapide et très efficace, puisque vous l'avez dit vous-même, la population carcérale a drastiquement baissé très rapidement dans nombre d'établissements. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Pour autant, malgré tout, moi, j'ai pu repérer que les situations sont plus complexes qu'elles n'y paraissent au premier abord. C'est vrai que ces libérations anticipées, eh bien, les personnes qui ont pu en bénéficier, euh, à la faveur de cette crise sanitaire, hein, bien sûr, eh bien, elles ont absolument besoin d'un accompagnement spécifique à leur sortie de prison, même si elles ont un logement, c'est jamais si simple. Et or, ce qu'on a pu constater, c'est qu'en cette période de confinement, eh bien, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ont eux aussi réduit leur activité. Et ce n'est pas mieux du côté des structures médico-sociales qui sont elles-mêmes soit fermées, soit déjà en sur-régime. Je parle par exemple des foyers d'hébergement d'urgence, des hôpitaux, des associations pour la réinsertion. Et donc forcément, tout ça complique un peu les choses. Est-ce que vous avez conscience de ces aspects? Mais on a évidemment conscience de ces aspects, mais aujourd'hui, ce qui prime, c'est la situation sanitaire. Aujourd'hui, ce qui prime, c'est d'éviter et de tout faire pour que si une pandémie se développe dans un établissement pénitentiaire, on soit en capacité de la juguler. Donc effectivement, ce que vous dites est vrai, les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont passés dans ce qu'on appelle le plan de continuité d'activité. Donc on réduit leurs interventions, que ce soit en milieu fermé d'ailleurs, hein, mais en milieu fermé, nous on est là, puisque nous on n'est pas en plan de continuité d'activité, on est là depuis le début avec l'ensemble de mes surveillants auxquels je souhaite rendre hommage d'ailleurs, parce qu'ils font un sacré boulot. On est là, mais effectivement, le suivi dont aurait besoin ce public à l'extérieur, il n'est pas à la hauteur des besoins aujourd'hui. En même temps, je vous fais observer qu'aujourd'hui, ce public, il est sorti avec un hébergement et il ne peut pas sortir de son hébergement. Donc les problèmes que vous pointez du doigt et qui sont effectivement réels, à mon sens, on va surtout les connaître quand on va passer à la période de déconfinement. Et là, effectivement, il y aura tout ce public qui aura été sorti de manière anticipée, mais qui de toute façon sera sorti dans 2 mois ou dans 3 mois. Hein. Donc, c'est pas non plus une chose absolument. Ça prouve simplement que quand on a une politique pénale cohérente et avec un poids politique très fort, on peut lutter contre la surpopulation carcérale. Parce que on parle de la surpopulation carcérale aujourd'hui par rapport à cette épidémie, mais la population carcérale, c'est un mal absolu, même hors période de coronavirus. Donc moi je me bats contre la surpopulation carcérale depuis que je fais ce métier parce que ça nous contraint à tous les niveaux. Ça ralentit l'inscription des détenus au travail, ça ralentit l'inscription des détenus au sport, ça fait qu'au lieu d'être seuls en cellule, ils sont 2 voire 3. Vous parliez tout à l'heure de l'encellulement individuel en disant que c'était une pratique depuis 1875. C'est malheureusement pas une pratique, c'est un principe. Un principe énoncé dans les différents textes, notamment le code de procédure pénale, mais qu'on n'a jamais été foutu de mettre en application réellement. Bon, alors, et là, tout à coup, il y a cette crise, et on voit bien que finalement, ben, les prisons, on peut les vider. Alors, on verra le résultat dans quelques semaines. C'est vrai que quand la machine va se remettre en route, ça risque d'être quand même un petit peu compliqué. Mais à ce moment-là, les SPIP reprendront la plénitude de leurs activités et on peut espérer que les personnes suivies qui sont sorties seront prises en charge à cette occasion-là. Alors, il y a un autre aspect à considérer, c'est que le confinement a provoqué donc une baisse de l'activité des tribunaux. Et donc là encore, on peut se dire que c'est une bonne nouvelle puisque cela signifie qu'il y aura moins d'incarcération dans les semaines à venir, ce qui va dans le bon sens puisqu'on veut encore une fois alléger la population carcérale. Sauf que cela entraîne aussi beaucoup de retard dans les procédures judiciaires qui concernent des personnes incarcérées en attente de procès. Donc là, est-ce que ce n'est pas un peu le chien qui se mord la queue sur ce sujet-là? Alors, je sais pas, il faudrait faire une étude chiffrée très fine pour savoir le bilan coût-avantage. On comprend, enfin moi en tout cas je comprends l'allongement des délais parce que les tribunaux ne fonctionnant plus. Si on ne prend pas ces mesures effectivement un peu spéciales entre guillemets,
on risque d'aboutir à des mises en libération de gens qui sont dans des procédures criminelles, de gens qui ont commis des actes graves, ou de gens qui peuvent tout simplement être dangereux. Donc, moi, il ne me semble pas incohérent que la contrepartie soit aussi un renforcement de ces procédures pour ne pas que la machine judiciaire se mette à partir comme ça sur un rythme un peu dans tous les sens et qu'on assiste à des libérations totalement illogiques et sans doute injustifiées. Voilà, après, vous savez, c'est aussi simplement l'allongement de délai, hein. On n'est pas non plus un délai qui était de 10 jours pour répondre, on a 20 jours. Un délai qui était d'un mois, on a 2 mois. Moi, je ne pense pas qu'on aura une hausse mécanique de ça. En plus, c'est à mon avis des gens qui ne seraient pas sortis. Voilà. Et les avocats ont toujours la possibilité de déposer des demandes de mise en liberté sur des motifs sanitaires. Nous, par exemple, quand on a, au tout début de l'épidémie, l'unité sanitaire a dressé la liste des personnes détenues qui souffraient déjà de pathologies et pour lesquelles contracter le coronavirus risquait d'entraîner des complications fatales. Donc ça représente en gros une centaine de détenus. Dans cette liste-là, il y a des condamnés, donc ça on en a fait notre affaire en prévenant les juges de l'application des peines, mais il y a aussi des prévenus, et ce qui a été dit à ces prévenus, c'est faites des demandes de mise en liberté, passez par vos avocats à travers cette situation sanitaire. Après, c'est le pouvoir du juge que d'y donner suite ou pas. Alors, on l'a évoqué il y a un instant, hein, afin de minimiser les interactions avec l'extérieur et donc limiter les risques de contact avec le virus, l'administration pénitentiaire a décidé de supprimer totalement les parloirs, ce qui était assez inédit, mais aussi toutes les activités scolaires et les activités de formation. Donc, encore une fois, ça paraît assez logique, hein, et d'ailleurs, ça m'a fait penser à cette autre décision tout aussi douloureuse, hein, qui empêche les familles de rendre visite à leurs anciens dans les EHPAD. Le hic, c'est que l'ambiance en prison, elle n'a rien à voir avec celle des maisons de retraite. L'Italie, qui nous a précédés dans cette crise, a mis en place des mesures similaires et cela a donné lieu à des évasions et des mutineries assez violentes. Et c'est sans doute ce qui explique que le ministère de la Justice a quasiment en même temps annoncé les restrictions d'une part et les mesures de compensation d'autre part. Alors dans ces mesures de compensation, on trouve la gratuité de la télévision, un accès élargi au téléphone pour maintenir le lien familial, hein, avec du crédit téléphonique, et même des aides financières aux détenus les plus pauvres afin qu'ils puissent acheter des denrées. Il n'empêche que ces mesures rendent sensiblement plus difficiles les conditions de détention, ce qui explique qu'il y ait eu malgré cela des mouvements de colère dans un certain nombre d'établissements. Dès la première semaine, on a pu voir des détenus refuser de réintégrer leurs cellules, certains actes de violence, etc., avec à la clé des sanctions disciplinaires. Alors, certains syndicats de surveillants pénitentiaires qualifient la situation d'explosive. Ne craignez-vous pas, Bruno Clément Petremane, si la durée du confinement se prolonge, que les choses s'aggravent et que le personnel pénitentiaire n'exerce son droit de retrait comme il l'a fait il n'y a pas si longtemps que cela, en février 2018, et je le rappelle, c'était à la suite de l'agression d'un détenu radicalisé. Est-ce que vous avez des craintes ? Alors, c'est pas vraiment un droit de retrait, hein, parce que les surveillants pénitentiaires n'ont pas le droit de retrait. Ils sont sous statut spécial. Et le statut spécial, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un statut qui a été défini pour un corps de la fonction publique qui est assimilé à la police ou à la gendarmerie nationale. La loi pénitentiaire de 2009, d'ailleurs, le dit clairement, l'administration pénitentiaire est la troisième force de sécurité du pays, et les surveillants n'ont pas le droit de retrait. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, vous parlez de 2018, on l'a eu aussi début 2019, on l'a eu à d'autres époques, on a des mouvements de protestation, de contestation, qui amènent à des blocages de l'institution, mais il y a des surveillants à l'intérieur qui travaillent. C'est-à-dire que les mouvements dont vous parlez là, sauf vraiment quelques très localisés, et notamment là où les faits s'étaient commis, il n'y a pas eu de blocage des parloirs, par exemple. Moi, je dirigeais la prison de Fresnes au moment de ces mouvements. Il n'y a jamais eu de blocage des parloirs. Donc, il ne faut pas tout confondre. Il n'y a pas de droit de retrait. Après, la situation explosive, moi, je ne la qualifierais pas d'explosive. Je la qualifierais de tendue, d'inédite, mais elle n'est pas explosive. Elle n'est pas explosive, pourquoi ? D'abord parce qu'il y a eu ce mouvement quand même de diminution assez fort des effectifs, ce qui est quand même quelque chose qui nous aide à passer la crise. Et puis ensuite,
il faut faire appel un peu à l'intelligence collective des gens. Nous, notre boulot depuis maintenant 3 semaines, c'est de communiquer sans cesse avec nos personnels, avec les personnes détenues. Et je dois dire qu'après effectivement une vague de protestations auxquelles on n'a pas échappé, nous, hein. Le premier jour, on a eu un mouvement de refus de réintégrer de promenade euh, qui s'explique, que je ne légitime pas, mais que j'explique. Après, mon travail, c'est d'empêcher ça, c'est effectivement de réprimer quand il le faut, parce que remonter de promenade, c'est bien, mais quand on est en face d'une direction qui pratique le dialogue, ça veut dire qu'on n'a pas envie de dialoguer avec cette direction. Donc il faut aussi savoir, faut prendre ses responsabilités. Bon, après, c'est arrivé, ça arrivera peut-être encore d'ici la fin de la crise. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on n'a pas eu, contrairement à l'Italie, de mouvements très violents dans les établissements. Il y a eu une mutinerie sur le territoire métropolitain, la prison d'Uzerche, dans laquelle, me semble-t-il, 150 à 200 détenus ont dû être évacués parce qu'ils ont détruit les cellules. Après, le reste, ça a toujours été des mouvements de protestation, parfois plus compliqués ou plus longs à gérer, mais qui jamais n'ont abouti à une destruction des établissements. Voilà, après, il faut être dans le dialogue permanent avec la population pénale. Nous, on le fait tous les vendredis. Tous les vendredis, on voit les détenus, on leur explique la situation, on leur dit où on en est, on leur dit combien il y a de malades, on leur dit combien il y a eu de testés. On essaye aussi de satisfaire un certain nombre de leurs revendications. Par exemple, pour l'instant, malgré les problèmes d'approvisionnement, on a tenu bon sur les cantines. C'est-à-dire que la cantine reste ce qu'elle était avant le confinement. Ils nous ont demandé de mettre des tables de ping-pong dans les cours de promenade, ce qui n'était pas la pratique, puisque les tables de ping-pong, elles étaient dans le gymnase. On a mis les tables dans les cours de promenade. Ils ont demandé des ballons, ce qu'on ne fait pas non plus, parce qu'on sait très bien qu'un ballon dans une cour de promenade, il ne va pas durer longtemps. On a mis des ballons. Bon, donc on essaye d'être comme ça. Alors c'est des petites mesurettes, hein. Effectivement, ça, je ne suis pas du tout en train de dire que ça remplace les parloirs ou le maintien des liens familiaux. Certes, pas du tout. Mais on essaye de leur montrer qu'on est à l'écoute, qu'on est présent. On discute aussi beaucoup avec les personnels en leur disant que c'est un moment très particulier, qu'il faut être beaucoup dans l'observation, dans le dialogue, dans l'écoute, essayer de repérer les situations difficiles. Et puis on les rassure. Moi, ce que je leur dis, et je sais que ça fait bondir un certain nombre de gens, mais je maintiens ce que je dis et je suis sûr de moi. Aujourd'hui, sur le plan sanitaire, ils sont mieux pris en charge que vous et moi à l'extérieur. Vous, demain, vous allez tousser, vous allez avoir un peu de température, vous allez appeler votre médecin et il va vous dire, ah oui, ça peut être ça, donc restez chez vous et si ça s'aggrave, appelez le 15. Ici, un détenu tousse, le service sanitaire intervient immédiatement, on le teste immédiatement, on l'éloigne des autres détenus et on va le voir, il voit un médecin 2 fois par jour. Donc il y a une prise en charge. Et si jamais il doit être hospitalisé, c'est pas dans un hôpital de campagne, c'est à l'hôpital Cochin, juste à côté, qui est quand même un hôpital d'excellence. Donc la situation, elle est pas explosive. Elle est difficile, elle est tendue, mais je dirais que pour l'instant, elle est sous contrôle. Alors, on a eu peur, effectivement, d'avoir... on a eu peur aussi pour les personnels. On n'en a pas parlé, mais moi, aujourd'hui, j'ai 28 surveillants qui ont été diagnostiqués positifs au Covid. Alors, pas tous sous la forme de test, hein. 2 parce qu'ils avaient des pathologies autres ont été testés. Voilà, donc aucun n'est hospitalisé, il y en a juste un qui est resté à l'hôpital 24 heures. Mais la crainte aussi, c'était ça, parce que les détenus, ils sont là, ils sortent pas, donc si le virus n'est pas trop rentré, on doit pouvoir s'en sortir. Avec les personnels, malheureusement, comme moi, on sort, on rentre chez soi, on prend les transports. Donc, potentiellement, on fait circuler ce virus. Voilà, mais je dois dire qu'aujourd'hui, il y a un réflexe de solidarité étonnant et on n'a pas de problème, on n'a pas encore, en tout cas, bon, je ne sais pas quand on va atteindre le pic épidémique, mais certains disent que ça y est, on y est, on serait sur le plateau qui durerait 5 à 10 jours. Pour l'instant, on tient et on tient avec sérénité. Alors évidemment, moi j'attends avec impatience le déconfinement pour qu'on relâche petit à petit la pression. Parce que ça fera incontestablement du bien. Mais vous savez, moi j'ai beaucoup d'années de pénitentiaire derrière moi, j'ai vécu des crises graves, et à chaque fois on remarque ça, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une crise très très grave,
il y a d'abord un effet de sidération de la part des gens, et d'une forme de stupéfaction. Et les détenus aujourd'hui, ils sont plus angoissés, ils s'interrogent, ils ont peur pour leurs proches, ils ont peur pour eux-mêmes, bien sûr, mais pour leurs proches surtout. Et ils sont pas dans une manifestation de violence. Je vais vous raconter une anecdote, je peux le dire, parce que c'était dans le Parisien ce week-end. On a eu malheureusement une coupure d'eau sur deux des cinq bâtiments qui a démarré vendredi matin. Alors, quand vous expliquez aux gens qu'il faut se laver les mains tout le temps et qu'il y a une coupure d'eau, c'est un peu compliqué de tenir la ligne. Bon, et en plus, moi, j'étais en réunion avec les détenus quand je l'ai appris, donc je leur ai dit, écoutez, les gars, je vous dis de vous savonner les mains, mais on vient de couper l'eau, donc vous pourrez pas vous rincer. Bon, mais et on s'attendait, mais en fait, ils ont pas réagi violemment. On a fait des distributions de bouteilles d'eau, on a expliqué, on a dit qu'on faisait tout notre possible pour réparer, ça a été réparé le lendemain matin. Bon, voilà, mais vous savez, les détenus, c'est des gens comme vous et moi aussi, hein, et quand on les prend pas pour des débiles, quand on parle avec eux, quand on leur explique les choses, eh bien en général, ils comprennent. Alors après, vous allez avoir 5-10% d'entre eux qui vont saisir ces occasions-là pour se manifester d'une manière ou d'une autre. Mais regardez ce week-end, par exemple, dimanche, il a fait un temps absolument exceptionnel. Je ne sais pas combien on avait de détenus en cours de promenade dimanche après-midi, mais l'occasion était rêvée pour rester sur la cour, tellement il faisait beau. Ben, ils sont rentrés gentiment, enfin, je crois qu'ils comprennent la situation. En plus, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas non plus présenté les choses comme ça. C'est-à-dire que la suppression des parloirs, ce n'est pas une mesure prise par la direction de l'administration pénitentiaire. C'est une mesure qui est consécutive aux mesures du gouvernement sur la restriction de la liberté de circuler. Parce que si demain, enfin, si les gens pouvaient continuer à prendre le métro pour venir à la prison, ils seraient rentrés. Alors on aurait peut-être fait rentrer une seule personne, on aurait mis du gel à l'entrée, on aurait fait une cabine sur deux, on aurait tenu les distances, mais on l'aurait fait. Voilà, donc là, c'est vraiment une mesure qui s'applique à toute la population de ce pays, quoi. Moi, ce que je comprends en vous écoutant, c'est vraiment qu'il y a une vraie, une vraie approche de dialogue, d'explication, de pédagogie au quotidien pour essayer justement de calmer les esprits, que tout soit clair, transparent et évidemment pour faire baisser le taux d'inquiétude parce que l'inquiétude, elle est partout dans tout le pays et voire même dans le monde entier en ce moment. Donc forcément, derrière les murs des prisons aussi. Pour autant, il y a tout de même un certain nombre de personnes qui sont incarcérées qui sont plus fragiles que d'autres et Ouais. notamment au niveau psychique. Et on Hmm. sait à quel Oui. point le risque d'angoisse, de dépression peut s'accroître quand on est incarcéré. Et là, avec donc le fait qu'on ne puisse plus voir sa famille, qu'il y ait cette ambiance globale d'inquiétude, enfin tout ça peut ajouter. Et quand on sait que l'isolement constitue le premier facteur de risque de suicide en prison, il y a aussi de quoi être inquiet. Donc, est-ce que vous avez prévu des choses justement pour contrer ces risques pour ces populations plus fragiles psychiquement et qui peuvent aussi faire même des accès de paranoïa ou des choses comme ça? Oui, alors bien sûr, on a prévu des choses, c'est-à-dire que on a ici un service médico-psychologique régional, le fameux SMPR, qui est le service qui prend en charge sur le plan de la psychiatrie les personnes détenues. On est en lien constant avec eux. Eux continuent à travailler. Ils ne sont pas en plan de continuité d'activité, hein, c'est un service soignant. Ils sont très présents. C'est un service qui relève du Grand Hôpital Psychiatrique Sainte-Anne qui se trouve juste à... Nous, on a de la chance parce qu'on est entre Cochin et Sainte-Anne à la santé. Donc, on a tout ce qu'il faut. Et on est vraiment très attentif à cette situation-là. On continue à faire énormément de signalements. Alors ça c'est l'aspect prise en charge sanitaire, mais je demande aussi à mes agents aujourd'hui, en passant par mon équipe et par les officiers qui les encadrent, d'être extrêmement attentifs à tout comportement qui pourrait nous donner à penser qu'on est face à des gens qui vont pas bien, qui vont décompenser. Depuis le début de cette crise, on n'a pas repéré d'augmentation, par exemple, des actes d'automutilation. Je dirais même que c'est le contraire. C'est très paradoxal, mais comme on nous dit qu'actuellement, dans les services d'urgence, il n'y a plus personne, nous, on n'a plus non plus de détenus qui s'automutilent, qu'on est obligé de sortir en extraction médicale, etc. Voilà, donc on n'est pas dans une situation où on sent
une montée de cette tension. Alors après, l'avantage aussi d'avoir supprimé les activités, c'est que moi j'ai beaucoup de monde en détention parce que on a récupéré des gens qui travaillent dans différents services et on est très attentif, on occupe le terrain. Donc, paradoxalement, je dirais que le contact avec les personnes détenues, il est peut-être rendu plus fort aujourd'hui que ce qu'il était avant. Parce que, bizarrement, on a presque que ça à faire. Parce que, hormis la distribution des cantines, du repas et des promenades, bah, il ne se passe pas grand-chose en détention. Donc, il y a beaucoup d'échanges entre les personnes détenues entre elles. Il y a beaucoup d'échanges avec les agents. Et je dois dire que on n'assiste pas, malgré l'angoisse qui est forte, parce que moi, quand je vois les détenus, ils me le disent, et on le sent bien, on n'assiste pas à une recrudescence d'actes agressifs, que ce soit auto-agressifs ou hétéro-agressifs. On a eu, depuis le début du confinement, on a eu 2 agressions de personnel importantes, alors que ça, d'habitude, c'est pratiquement notre lot quotidien. Et puis surtout, la diminution du nombre de détenus, elle est quand même super importante par rapport à ça. C'est vrai que moi, j'ai 708 places. Aujourd'hui, j'ai 614 détenus. C'est incroyable. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur cette histoire de suspension des parloirs. Encore une fois, une mesure inédite qui a été légitimée par cette lutte contre le coronavirus. Il y a une autre conséquence à la suspension des parloirs, une conséquence que l'on pourrait penser a priori bénéfique, c'est que le trafic s'est arrêté. Le trafic de cigarettes, d'alcool, de drogue, tout cela ne circule plus. Et cela signifie aussi une tension accrue dans la population carcérale, avec des situations de sevrage forcé qui risquent bien d'aggraver la nervosité ambiante et voire aussi les troubles psychiatriques. Est-ce que là aussi, vous avez prévu de gérer cela? Alors, on n'a pas prévu de gérer cela, parce que ça serait quelque part reconnaître qu'on peut continuer à se droguer en prison, etc. Et donc, il y a pas de mesure alternative à ce qui se passe là. Alors après, c'est très compliqué ces histoires, parce que le parloir, c'est pas la seule voie d'entrée de produits interdits, quel qu'il soit d'ailleurs. Il y en a 3 des voies d'entrée. Il y a le parloir, effectivement. Il y a les projections par-dessus les murs. Et je ne sais pas dans quelle proportion l'une est plus importante que l'autre. Et puis il y a le trafic, il y a la corruption des agents aussi, ça existe. Alors, j'ai pas le sentiment que ce soit très très répandu sur cet établissement. C'est sans doute plus répandu dans d'autres établissements dans lesquels j'ai travaillé, mais ça existe. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, ça serait mentir que d'ignorer ce phénomène. Voilà, donc si je dois vous dire qu'il n'y a plus de drogue qui circule aujourd'hui dans la détention et que donc les gens sont à cran parce que je ne le constate pas ce phénomène. Ce qui veut dire qu'il y en a encore un peu qui circulent vraisemblablement. Alors en quantité sans doute moindre, puisqu'il n'y a plus de parloir et que c'est quand même, je pense, la voie d'entrée majeure. Moi, je situerais les parloirs après les projections par-dessus le mur et ensuite, effectivement, de manière un peu plus marginale, en tout cas je l'espère, la corruption des fonctionnaires. Mais après, ce qui nous sauve aussi, c'est quand même la diminution importante des effectifs. Donc il y a peut-être moins de drogue, il y a aussi moins de détenus. Pour l'instant, je constate pas, et les médecins ne m'ont pas rapporté, que ça génère des tensions parce que les types sont comme ça, parce qu'ils peuvent plus se prendre de drogue. Voilà, je ne l'ai pas constaté. Ensuite, on a aussi beaucoup de détenus qui sont sous psychotropes. Donc, est-ce que ça se substitue pas un petit peu? J'avoue ne pas avoir eu le temps de me pencher sur cette question, mais ça pourrait être intéressant d'en parler avec les médecins-chefs et de l'unité sanitaire et du service médico-psychologique régional pour voir si, par exemple, il n'y a pas une augmentation de la distribution chez certains des anxiolytiques parce qu'ils ne pouvaient plus prendre de cannabis. C'est pas impossible, j'ai pas de données là-dessus. Voilà, mais en tout cas, pour nous ici à la santé, c'est pas encore un problème majeur. On n'a pas eu de rixes, par exemple, dans les cours de promenade qui pourraient être liés au trafic ou à l'interruption du trafic, etc. Je pense que dans d'autres établissements, ça ou là, notamment où la surpopulation est encore un petit peu forte, c'est un risque qui n'est pas à exclure. Oui. Alors maintenant, Bruno Clément Petermann, je veux bien qu'on passe à un autre sujet. C'est vrai que les moments de crise soulèvent toujours des questions qui vont bien au-delà du périmètre de la crise elle-même. Et ainsi, en plus des aspects sanitaires, cette crise du coronavirus nous offre sans doute l'opportunité d'approfondir notre réflexion vis-à-vis de la politique pénitentiaire et pénale.
Ainsi, qu'en est-il du sort de toutes ces personnes mises en examen, mises sous mandat de dépôt? Est-ce vraiment juste de leur faire subir des conditions d'incarcération encore plus difficiles alors qu'elles sont présumées innocentes? Alors, malheureusement, je peux pas répondre, enfin, j'ai pas la réponse à une telle question parce qu'elle relève pas de mes compétences. Ce sont des gens qui sont sous mandat de dépôt, certes présumés innocents, mais en général, quand on est sous mandat de dépôt, c'est pour des affaires graves, sur des faits criminels importants. Une information judiciaire a été ouverte. Je vois pas comment on peut se sortir de ça et dire on pourrait mettre ces gens-là à l'extérieur. Autant c'est facile pour les courtes peines, autant il y a une réflexion à mener parce que effectivement, des gens qui vont bientôt sortir, des gens qui sont là pour des faits mineurs entre guillemets, même si c'est souvent des faits mineurs à répétition et c'est ce qui les emmène derrière les barreaux, je suis absolument convaincu qu'il y a d'autres solutions que des incarcérations de courte durée. Sur les mandats de dépôt criminels, même si les conditions de détériorent et même si effectivement les gens sont présumés innocents, s'ils sont sous mandat de dépôt, je pense quand même qu'il y a une raison. Alors là, je vois que vous m'avez un petit peu devancé parce qu'effectivement, j'ai très envie qu'on essaye ensemble d'avoir une réflexion approfondie sur le recours à ces courtes peines. Et peut-être que donc cette crise sanitaire pourrait nous permettre d'évaluer la pertinence du recours à la détention provisoire et aux courtes peines. Je tiens à rappeler que presque la moitié des personnes condamnées purgent des peines de moins de 12 mois. Or, on le sait, le traumatisme lié à ces condamnations et à l'incarcération crée une rupture de vie si violente qu'à leur libération, la mortalité des hommes est multipliée par 29 et chez les femmes par 69 par rapport à la population générale. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps d'appréhender autrement la sanction vis-à-vis des infractions les moins graves? Bah, évidemment, moi, ça fait 30 ans que je milite pour le développement des peines alternatives à l'incarcération, pour les aménagements de peine. Ça fait des années que je m'interroge sur l'instauration d'un numerus clausus. Alors, je sais que c'est pas très compatible avec la mentalité judiciaire qui règne en France, mais il n'empêche que je considère intolérable que un chef d'établissement pénitentiaire ne puisse pas à un moment afficher complet et dire stop, là je ne suis plus en mesure de remplir ma mission. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens vont sortir, comme vous venez de le rappeler, dans des conditions difficiles, et que si on ne met pas tout en œuvre pour les réinsérer de manière la plus efficace possible, c'est un échec pour la société. Et comment admettre qu'un établissement puisse accueillir 2 fois plus de personnes que sa capacité? C'est quelque chose de totalement inconcevable. Donc moi, je pense qu'il y a une limite. Il devrait y avoir une limite à l'incarcération. Alors, on essaye, hein, les textes depuis des années maintenant vont dans ce sens-là. La loi de 2014 de Christiane Taubira est dans ce sens-là. Il faut voir l'accueil plus que mitigé qui lui a été réservé par la magistrature, qui est encore dans ce pays très euh, pro-prison, si j'ose dire. Pas tous, hein, évidemment, mais souvent on constate quand même que la prison, ça reste la peine de référence. On a la LPJ, la loi de programmation sur la justice de Nicole Belloubet, qui va aussi dans ce sens-là, qui interdit, qui crée la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, qui en fait une peine autonome, qui interdit les incarcérations de moins d'un mois, etc. Donc on verra si ça porte ses fruits. Et puis effectivement, vous l'avez dit, on a ce confinement-là et cette situation inouïe, inédite. Tout le monde est en train de dire que le monde d'après ne sera pas le même pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour tous les citoyens de cette planète. Peut-être qu'il en sera de même aussi au niveau de la politique pénale. Moi, je suis j'ai très hâte de voir ce que va donner ce déconfinement. Alors, est-ce que tous les gens qu'on a sortis là, dès qu'ils vont pouvoir sortir dans la rue, ils vont se remettre à délinquer, à être incarcérés, à revenir pour qu'on vienne finalement, au bout de 3 ou 4 mois, dans une situation qui était la même qu'avant la crise du coronavirus? Ou est-ce qu'au contraire, on va se rendre compte que finalement, la prise en charge à l'extérieur, c'est la meilleure solution? Développons le bracelet électronique. Moi, je pense que le bracelet électronique est une excellente mesure. On va pas assez loin. On est monté très fort quand on l'a créé. On est arrivé à 10 000 facilement, 12 000. Moi, je pense que un texte devrait dire que il faut atteindre 20 000, 25 000 personnes sous bracelet électronique. Il y a des pays qui réussissent
la déflation carcérale, ou en tout cas à limiter les incarcérations. Je pense que là, on doit vraiment se poser la question, aujourd'hui, à l'aune de cette crise, de savoir si on va assez loin en la matière. Et j'espère qu'on se rendra compte que non, et que quand on sortira de tout ça, on se rendra compte que gérer un établissement pénitentiaire, c'est comme gérer une école, c'est comme gérer un hôpital. On a une capacité d'accueil, on ne peut pas aller plus loin. Moi, si j'ai des installations sportives pour gérer 700 détenus, bah, si j'en ai 1500, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Si vous aviez un rêve, un souhait pour le futur en tant que professionnel? Alors, mon souhait, ça serait que tous les établissements pénitentiaires ressemblent à celui que je dirige et que tous aient une capacité égale à leur capacité théorique. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci pour les éclairages que vous nous avez apportés. Je vous souhaite bon courage dans la mission Merci si à vous. particulière. Merci. Je vous souhaite bon courage dans la mission si particulière qui est la vôtre, à la tête donc de la prison de la santé. C'était De l'intérieur avec Bruno Clément Petreman. Merci encore.